Salut l'équipe, c'est l'été et c'est le moment surtout des entretiens sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Thomas, on est allé chercher quelqu'un qu'on peut-être certains ont oublié, mais lui, en tout cas, il est toujours actif et pas qu'un peu. Oui, alors pour refaire le contexte, on va refaire ta carrière, mais c'est donc Damien Inglis qui est avec nous, ancien joueur NBA entre autres. Comment ça va Damien d'ailleurs? Super, merci et vous? On est ravis de t'avoir avec nous. Alors pour ne rien vous cacher, là, avant de commencer à tourner, Damien est venu pour mettre les pieds pour répondre à nos questions et on a certaines questions volontairement, tu vois ce que je veux dire? Un peu parti. Bon, avant de se lancer, je refais vite fait, mais vraiment rapide, ta carrière pour ceux qui te connaissent pas. Alors, tu fais partie de la génération 95, donc Guerschon Yabusele, TLC, Timothée Cabarro et Nikola Jokic. On pourra en parler un peu si tu veux après. Passé par le Pôle France, avec un an d'avance, t'as fait 3 ans là-bas, t'es passé par la chorale de Rouen. Avant d'être drafté par les Bucks, t'as joué avec Yanis, on en discutera. Et puis ensuite, tu es revenu en Europe et maintenant, t'es donc au Japon. Incroyable journée, comme on dit, un voyage de dingue. Ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Je vais là où je me sens à l'aise. Là, je suis bien. Là, je suis respecté. Ça bouge. Hein. Quand tu dis je suis respecté, c'était prévu dans ton plan de carrière de te retrouver comme ça dans un championnat dit exotique d'aller au Japon? Tu étais à Valence quand même avant d'aller au Japon. Tu étais un joueur solide d'Euroleague, un joueur dominant d'Eurocup. Comment ça se passe? D'un coup, on vient te dire Peja Materic, que ton agent, et te dit gros, il y a le Japon? Absolument pas. Donc, bon, aujourd'hui, c'est plus Peja mon agent. Ça fait 4 ans maintenant. Non, gars, j'étais à Valence. Je suivais frère, il fait beau, tu vois, belle maison, piscine, tout ça. Et la séance passe bien, plus ou moins, ma première séance en Euroleague. Et à la fin, on change de coach. Et moi, je me dis, bon, je suis en Euroleague, je suis à 10 déval de moyenne. Première saison, ça se passe bien. Je m'attends à avoir des trucs un peu solides, tu sais. Et je veux pas rentrer en France. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Tout le respect, voilà. T'avais des offres en France? J'avais eu des possibilités, tu vois, de revenir en France, mais ça m'intéressait pas de revenir. Même en Euroleague, ça m'intéresse pas. Donc à ce moment-là, je parlais avec mon agent, ça tourne un peu. Et puis tu sais, j'en ai marre d'attendre. En Euroleague, tu dois toujours attendre que les gros joueurs signent à mon poste. L'année dernière, c'était Ezonia. Enfin, tu sais, les gros joueurs doivent signer avant. Et après, on s'occupe de la deuxième vague de joueurs au poste 4. Ça m'avait saoulé. D'attendre jusqu'à juillet, tout ça, ça me saoulait. La politique, tout ça, ça me saoulait aussi. Et là, mon agent, il me propose la Chine ou le Japon. Non, la Chine, non. Tu vois, c'est les contrats d'un mois, c'est pas mon truc. Et le Japon, ça m'intéresse un petit peu, tu vois. Donc, j'ai commencé un petit peu à demander. Et puis, j'ai eu que des bons retours. Et je suis parti. Hein. Et voilà, comme je te dis, je vais là où il y a l'intérêt commun. Là où on me valorise comme je le suis, et puis surtout là où je prends du plaisir. Quoi. Le fait qu'il y ait une vague de joueurs européens reconnus, on pense à Yannis Tillman, qui était un pivot, un poste 4 qui compte dans la Mannschaft championne du monde, qui est un joueur d'Euroleague reconnu. Est-ce que le fait qu'il y ait des mecs comme ça aussi qui aillent au Japon, tu t'es dit, bon, c'est des bons signes? C'est le premier mec que j'ai appelé. Tu vois, on a joué l'un contre l'autre. Il était à Berlin, on a joué, et je lui envoie un DM, je lui dis pourquoi le Japon, il m'explique. Je vois que j'ai les mêmes problèmes que lui, donc je suis parti avec. Non, mais tu sais, c'est vraiment... je pense qu'il faut être des pionniers quelque part. Et moi, je me suis toujours considéré comme un pionnier, tu sais, un vrai leader. Et j'ai pas peur d'essayer, tu sais. Et le Japon, je t'en parle aujourd'hui, on en parle dans 5 ans, tu verras qu'il y aura beaucoup plus de mecs. Ils verront quand c'est bizarre, tout ça, ils vont partir là-bas. Ils vont voir ce que c'est, tu sais, parce que maintenant, le Japon, il y a la Super League qui se crée l'année prochaine. Donc c'est un championnat select avec 24 équipes. Les salaires vont doubler. Donc là, il y aura un vrai vivier des bons joueurs Euroleague dominants qui seront là-bas. Raconte-nous un petit peu cette première année. T'es dans quelle ville déjà au Japon? Je suis à Yokohama, c'est la banlieue de Tokyo. Je suis à 20 minutes de Tokyo. Et alors, comment ça se passe au quotidien, tes premières semaines là-bas? T'étais jamais allé au Japon avant? Non. Alors raconte-nous comment ça se passe. L'arrivée, quoi. C'est un choc. J'ai cru que j'étais en déprime, les gars. Le premier jour, j'arrive, j'étais en déprime. Tu sais, on arrive à 23h ou je sais plus quoi, et il faut manger, quoi. Ils nous ramènent à la station d'essence, tu sais, et il me dit, tiens, prends à manger. Je dis, gars, j'ai faim, quoi, tu vois, à la limite, viens au McDo, je m'en fous, mais j'ai faim, tu sais, on vient de faire 15 heures de vol. Et le mec, il me dit, non, c'est parfait, la station et tout. Donc, tu sais, je prends les trucs congelés, là, tu vois, et puis au Japon, il y a les micro-ondes dans la station, donc je chauffe le truc.
Je me dis, putain, la galère. C'est quoi ce truc-là? Et justement, parle-nous de la bouffe au Japon. Parce que c'est l'Asie, c'est quand même un continent où il fait bon manger. C'est complètement différent de ce qu'on peut avoir en France, en Espagne, où tu étais. Comment c'est la bouffe là-bas? C'est pareil en vrai. Bon, à part les plats en sauce, là tu oublies, mais c'est pareil, c'est la même chose. T'as une vraie... À Tokyo, moi je suis toujours à Tokyo. Le bled, je connais pas. À Tokyo, tu vois. À Tokyo, t'as une vraie partie japonaise. Manga, sushi, voilà, tout ce nous on connaît d'ici du Japon. Mais par contre, t'as une vraie partie Europe continentale, américaine, qui domine. Et moi, je mange pareil qu'ici. Il y a un truc de brunch juste en bas, je brunch tous les matins à Yokohama avec des pancakes, waffles, du poulet frit si je veux, tu vois. Et il y a une énorme culture noire. Ça m'a choqué aussi. Il y a beaucoup de noirs, on se croise dans la rue, bon, vu qu'on n'est pas 10 000, c'est toujours hey, what's up, tu vois. Et les gars m'emmènent les bons spots, on trouve assez rapidement. Donc les premiers jours, c'est chaotique parce que vraiment, tu sais, quand tu connais pas, faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Faut vraiment lâcher prise, tu vois. Sinon, c'est galère, mec. Sinon, le premier mois, j'appelais mon agent et je repars quand, tu vois, parce que les appartements, ils sont minuscules. Alors que le mec, il me dit au téléphone avant que je vienne, mon GM, il me dit, ah, t'as une maison, laisse tomber. Et quand je viens, je vois le truc, je me dis, oh, c'est quoi ce truc-là, tu vois. C'était galère. Et après, bon, quelques ajustements. Un nouvel appart, plein centre-ville cette fois. Un super loft, un truc assez cool. Puis maintenant, après, voilà, ça roule. Hein. Tu sais, c'est vraiment simple. Mais il faut juste se pencher à leur culture. Oublier un petit peu d'où on vient. Parce que comme moi, je viens d'Euroleague, de Valence en plus. Donc, la barre était super haute. Et quand tu arrives là-bas, faut lâcher prise, tu vois. Par rapport au basket, là, ou par rapport à la vie? T'as un peu de tout. C'est mélangé, ouais. Par exemple, le basket, j'étais à Valence, tu vois. Bah, le top, hein, disons-le. Tu vois, voilà. Et puis avant même, j'étais en Espagne, tout ça. J'arrive là-bas, la salle d'entraînement, c'est un truc municipal, tu vois. Je dois venir avec mon sac d'entraînement, ma tenue d'entraînement et tout, tu vois. Je repars, je lave mes affaires chez moi, tu vois. Ça faisait 15 ans que j'avais pas fait ça, tu sais. Donc c'était un peu rocky au début. Je me disais, c'est quoi ce truc-là, tu vois. C'est plein d'humilité, j'ai l'impression, vraiment comme si tu recommençais le basket quelque totalement. part. Mais en vrai, tu sais, moi, ça m'a ouvert encore plus les yeux sur le fait que, déjà, je suis autonome, donc c'est pas un problème, ça me dérangeait pas de le faire. Mais c'est vraiment, comme tu dis, cette humilité de revenir sur les bases. C'est comme ça qu'on a commencé au début, tous, hein, tu sais, cadet, minime, comme tu veux, tu ramènes ton truc, tu rentres chez toi avec. Donc ça m'a ramené à ces bases-là, et puis ce qui est encore mieux, c'est que les Japonais m'ont vraiment ouvert leurs portes, tu sais, les mecs, ils m'ont accueilli en mode vas-y, viens, montre-nous comment faire, lead-nous, tu vois. Et je l'ai fait avec le respect, je les ai respectés, ils me respectent en retour. Et puis maintenant, écoute... Tu parles de ton arrivée un peu chaotique, d'une autre culture, d'une découverte, ça n'a pas été simple. Ouais. Pourtant, et c'est pour ça qu'on fait la base de cette interview, on s'est croisés dans un événement, et un an après, tu as l'air complètement conquis par le pays, par le basket là-bas. Ouais, totalement. Je te disais, au début, c'était chaud. Faut pas se mentir, c'était chaud. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Tu t'es vu repartir? Non, parce que justement, je me suis dit, ok, on va aller jusqu'au bout de l'aventure, tu sais. Et au mois de septembre, je suis arrivé tard en saison, je suis arrivé en octobre ou septembre. Et quand j'ai vu les games, en plus, c'est du catch, le truc, tu sais. Je pensais que le Rolex, c'était physique. Au Japon, je reviens ici, je fais que des one, hein, tu sais, je t'assure. Donc, tu sais, j'arrive là-bas, je me dis, c'est quoi ce truc-là? On te laisse faire tout et n'importe quoi. Les arbitres, ils parlent pas anglais. Donc, je peux même pas avoir une communication avec l'arbitre. Le coach, bon, moi, j'ai de la chance, c'est mon coach de Strasbourg, Lassie, qui est là-bas avec moi. Donc, lui, il parle anglais, c'est cool. Mais j'aime, il parle pas anglais. Enfin, tu vois, c'est très limité. Mais après, franchement, au bout de 2-3 mois, tu te mets dans le truc, tu sais. Tu commences à comprendre toutes les équipes, les matchs, les voyages, les ceci, les cela. Et pour le plus facile, c'est que les mecs nous mettent super à l'aise, tu sais. On est super à l'aise, tu sais. Toutes les équipes sont à Tokyo, donc je prends jamais l'avion, limite. Je prends que le train. Et les 2-3 fois, je prends l'avion, on est en première classe sur Japan Airlines, tu vois. Donc, franchement, rien à dire. Tu sais, je suis à l'hôtel, c'est des bons hôtels. Niveau Euroleague, tu vois. Donc, j'ai rien à dire de ce côté-là, tu sais. Souvent, quand on parle avec les athlètes, et Evan, on a discuté cette année, il disait qu'en allant à l'Olympiakos, il avait retrouvé limite une vie presque normale, où il était souvent chez lui, contrairement à la NBA. Bon, l'Euroleague, tu voyages beaucoup. C'est aussi ça que t'as kiffé là, avec ton année. Tu sais, ça fait Moi, je prône beaucoup l'entrepreneuriat. Je suis le mec... De toute façon, athlète, on est des entrepreneurs.
Mais moi, je dis que je suis un athlète, mais le basket, c'est pas toute ma vie. Le basket, c'est vraiment un outil qui me permet de jongler dans toutes les activités de ma vie, tu sais. Je suis un papa, fier papa. Je suis entrepreneur également. Et moi, j'ai ma famille, tu sais. Et en Euroleague, à Valence, j'avais pas le temps de faire ça. Tu sais, j'avais plein de business, j'avais pas le temps, tu sais. J'avais des mois de retard sur plein de trucs, j'avais pas le temps, tu sais. Je rentrais à l'entraînement, et puis surtout la pression. La pression que les coachs, c'est abusé en Euroleague. Tu sais, puis moi, je suis un mec, je suis à fond dans le truc, tu sais. Donc, si on perd un match, la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai fait un bon match, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, t'es vraiment consumé par le niveau de pression, même la compétition qu'il y a, tu vois. Alors qu'au Japon, bon, c'est pareil, mais j'ai beaucoup plus... Je suis chez moi. Lundi, mardi, je suis à la maison, c'est mes day off, je suis tranquille. Mercredi, on a un match, ça dépend, deux fois par mois. Jeudi, vendredi, je suis encore à la maison, tu vois. T'es devenu fonctionnaire, en fait. Je suis fonctionnaire, tu vois. Et ça me permet de continuer à faire du basket. Je fais du basket au niveau japonais, tu vois. Je gagne bien ma vie, encore mieux qu'en Europe, faut le dire. Tu vois. Alors très bien. Alors, t'étais à combien à Valence sur l'année? À Valence, sur ma année, l'année dernière, j'ai fait du 400, 350, 400, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Et là, alors, du coup, on imagine que c'est plus, tu viens de dire au Japon, t'es à combien? 750. 750 au Japon. C'est net en tant que Français. C'est du net. C'est du net, les gars. Tu vois. J'entends, Damien, j'entends. Je suis pas mathématicien, mais bon. C'est du net, tu vois. Quand tu vois tous les gros contrats que tu vois sur le truc, enlève les taxes, tu vois. Je parle des grands Euroleague, tu vois. Mes frères, mes basketteurs, qui sont de l'INSEP, l'équipe de France, tout ce que tu veux, tu vois des contrats, ok, on enlève les taxes, on est pareil. On est à 100 000, 200 000, alors que les mecs, enfin, tu vois, encore une fois, il faut parler français. Tu vois, on parle pas chinois ni japonais pour le coup, on parle français, tu vois. Et c'est important, le basket, après ça c'est ma version, c'est moi aussi qui le dis, ça n'a pas duré. Tu vois, on se connaît depuis 10 ans, et tu vois, on a passé du temps, on s'est vu grandir, tu vois. Moi je dois faire sim maintenant, enfin voilà, tu vois, il y a des projets dans la vie, tu sais, et qui dit, moi, je vais peut-être faire sim dans 10 ans. Je dis n'importe quoi. Pourquoi pas? Je te le souhaite. Et pourquoi pas? Ça va bosser pour ta carrière, pour ton après-carrière. Tu vois, un truc comme ça. Mais pour ça, il faut de l'oseille. Il faut des projets, il faut se placer quelque part, il faut commencer quelque part. Les relations, elles sont maintenant. Tu vois, donc, c'est important de... C'est pour ça aussi, j'en avais marre tu sais, je voulais Eurocup. Je vais faire quoi en Eurocup? J'ai gagné 2 fois l'Eurocup, tu vois. Voilà, moi, c'est Euroleague où je vais aller là où je me plais, là où voilà, je sens que mes projets avancent, personnels, professionnels, et surtout, je peux encore prendre du plaisir à jouer au basket. Dans ta carrière, à quel point l'argent était important? Tu vois, dans tes décisions au fur et à mesure, parce que, disons-le, attends, je vais quand même dire ça, je vais refaire ta carrière, parce que vous allez comprendre quand même qu'on est face à un phénomène. Un phénomène, t'as la bougeotte, en fait. Un mec, tu peux pas rester 2 ans dans un club. Les seules 2 années que t'as fait, c'était en G-League avec enfin, il y a les Bucks, bien sûr, les Bucks, et puis les 2 années en G-League. Sinon, toute ta vie, tu bouges. T'as fait 3 ans au Paul France, je disais ça, pour rigoler. C'est là, voilà. Et comme t'avais pas le choix, vu que t'avais 12 ans et demi. Mais à quel point... Il a voulu partir, hein. Ils ont dit non. L'offre était là en plus. On en parlera, ça aussi, ça m'intéresse. Mais à quel point l'argent a drivé tes choix de carrière? Tu sais, ça n'a jamais été l'argent au début. Tous les choix de club que j'ai fait, ça n'a jamais été l'argent. Je suis parti sur NBA à 18 ans. J'ai gagné de l'argent. J'avais de l'argent à 21 ans. À 21 ans, je suis déjà millionnaire, tu vois. Avec mes 3 ans NBA, enfin voilà, j'avais déjà eu pas mal d'oseille. La différence, c'est quand je suis revenu en France, déjà je suis allé à Strasbourg avec Vincent Collet, en me disant... Mais pas Vincent Moscato, on imagine. On sait pas, tu vois. Le couper là-dessus. Moi, j'avais envie de le faire, C'est chez toi, héros. Vincent Lagaffe, ça marche. Ça passe, c'est pas mal celui-là. C'est encore mieux, d'ailleurs. Un mec qui a moins de 70 ans. C'est encore mieux, d'ailleurs. Je me suis dit, je fais comme Alexis, à Jassin. Je reviens 1 an, 2 ans, je repars en NBA. C'est pas c'est comme ça. Tu vois, chaque année, j'ai fait le choix, je me suis dit, je prends le meilleur club sportif. La meilleure opportunité sportive. Donc pendant 3-4 ans, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'arrive à Monaco. À Monaco, quand on gagne l'Eurocup, c'est là que je me dis, bon écoute, là, c'est bon, ça me saoule. Il faut que ça change. Tu vois. Donc là, je change d'argent et tout. Et là, je pars en Espagne. Et en Espagne, si tu veux, pour revenir à ta question, pourquoi je change de club? Moi, c'est important de... Tu sais,
je parie sur moi chaque année. Chaque année, je parie sur moi parce que je m'entraîne dur, je reviens de loin. Pour moi, je sais que c'est important de ne pas se laisser sous-coter ou être sous-valorisé. Et quand tu signes un contrat de plusieurs années, tu vois, je fais une bonne saison à 5-10 points, enfin 5 points, 6 points, c'est pas pareil que si je suis à 12, tu vois. Et quand je renégocie avec le club, tout ça, c'est pas le même oseille, tu vois. Et si le club veut pas te mettre ton truc, je pars ailleurs, tu vois, là où on va me donner. C'est vraiment un pari, tu vois. C'est vraiment, je pariais sur moi chaque année. Et puis voilà, c'est quand les contrats de plusieurs années, c'est bien quand t'as ce que tu veux, tu vois. Mais moi, j'étais en mode, je parie sur moi. T'as jamais eu ce que tu voulais, en fait, c'est ça que j'entends. J'ai jamais eu ce que je voulais. Jamais. Chaque fois, tu dois te demander quelque chose. Ouais, alors, est-ce que tu demandais trop cher, ça veut dire? Non, c'est même pas une question d'argent. Je demandais juste, c'est quoi mon rôle dans l'équipe. Okay. Et ça vient avec. Et puis de toute façon, en Europe ou en France, on dit direct. On dit, oh, t'attends ça, on te donne ça, tu vois. Ouais, t'es titulaire, tu vas prendre 30 minutes, on va attendre, tu vas avoir des plays pour toi. Bon, mais dans ce cas-là, il faut que ça corresponde à une base salariale. Totalement, tu vois, ça met comme ça. Tu veux ça, ben, ouais, ce sera notre à Valence. Le mec, il me dit direct, hein, ouais, je veux que tu sens mon ceci, mon cela. Tiens, voilà. Ça, je lui dis, bon, écoute, c'est ma première année en Euroleague, vas-y, pourquoi pas, je le prends, tu vois. Je me souviens plus comment j'étais. Tu vois, vas-y, fonce, tu vois. Et là, je l'ai pris le deal. Et quand je pars, et quand l'année est finie, je me dis, écoute, je fais une bonne année, 10 dévalants en Euroleague, c'est ma première année en Euroleague, je me dis, ok, vas-y, je veux avoir un plus grand rôle maintenant, tu vois, parce que je peux faire plein de trucs. J'avais que des trucs un peu similaires, hein, tu vois, ceci, cela. Ah, ça m'a saoulé. C'est bon, les gars, votre politique et tout, là, ça m'a saoulé, tu vois. Votre truc, tout ça, là, c'est bon. Moi, je veux game, je veux de l'oseille. Personne me propose, c'est bon, tu vois, je veux voir ailleurs. Et t'as pas peur qu'en disant ça, tu vois, souvent, tu connais le grand public, on dise que les gars qui changent beaucoup et qui ont ce discours-là, on les appelle les mercenaires. T'as jamais eu cette éthique, enfin, t'as jamais posé de problème de... Chacun, tu veux maintenant ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux faire dans ta carrière, on t'appelle comme tu veux, peu importe, tu vois. Moi, je sais ce que je veux. Je vais surtout pas settle, tu vois. Je vais pas settle down pour un truc, signer 2 ans, tu vois, je sais pas où, tu vois, pour dire, ouais, ok, j'ai de la sécurité. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je fais une bonne saison, je te prouve qui je suis, on fait un pari sur l'année, ça marche, ben vas-y, tu vois, là, maintenant, tu me mets au niveau dans lequel je veux jouer, tu vois. C'est comme, regarde, je reviens en équipe de France. Hein. J'étais parti pendant 6-7 ans, on me voyait plus, hein, tu vois. J'avais disparu des radars, hein, tu sais, quand je suis revenu d'NBA, on savait plus qui j'étais, tu vois. Je suis revenu, j'avais pris du poids, c'était plus le même joueur. Je suis parti en poste 3, je reviens en poste 4, 4-5, tu vois, c'est plus le même truc. Ben, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû parier sur moi chaque année, dire aux gars, écoutez, vous me voulez, d'accord, je vais bosser sur mon game, je vais faire ceci, cela. Les années, elles passent, ça va mieux. Et je reviens en équipe de France. Pourquoi? Parce que j'ai parié sur moi, tu vois. Je serais resté confortable dans mon truc. J'ai une connerie, no disrespect, encore une fois. Je serais parti à Nanterre, no disrespect. Pascal, on t'apprécie, Pascal. Tu vois, no disrespect. C'est nos amis, Nanterre. C'est pour ça que je dis no disrespect. Le tu vois. Assis à ta place et tout. C'est le premier club qui... Il n'y a pas un autre club. On est à côté. On est à côté. Voilà, tu vois. Je serais parti à Nanterre 3 ans. Ça aurait peut-être marché. Mais, tu sais, je serais cantonné encore une fois un truc, ça m'aurait saoulé. Et moi, je suis un mec, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me sentir, ok, vas-y, faut que ça pousse, faut que ça se fasse. Et on te juge sur la saison, tu vois. On te juge sur ce qui vient de se passer. Pas sur il y a 3 ans, tu vois. Donc tu parles, c'est bien intéressant de voir tes ambitions à toi, ta manière de construire ta carrière et l'argent qui va en face, parce que c'est une carrière de joueur, tu l'as dit, c'est du business aussi. Il y a eu des négociations, tu l'as dit, c'est 700, 750 au Japon, il y a eu des négociations où ils t'ont dit c'est ça, t'as fait, bon attends, là, c'est tellement au-dessus que je prends direct. Ah non, on a négocié. Hein. On a négocié, pareil, on change pas les gars. Tout est dans la vie, il faut toujours négocier, tu vois, on négocie partout où on est. Non, les mecs, ils sont venus déjà avec une première offre. Je me suis dit, ah ouais, putain, waouh, c'est pas mal. Mais si je fais le grand saut, voilà, tu vois, je veux ça. Ça a mis quelques semaines parce que les Japonais sont très procéduriers. Ça a mis quelques semaines et puis quand ils sont revenus, ok. Et puis et franchement, ils ont tout respecté. J'ai demandé à ma famille, elle est en Guyane. À côté, quoi. Littéralement, c'est 24 heures de vol, tu vois. Et j'ai dit, gars, ouais, vas-y, il me faut des billets pour ma famille. Let's go. Tu vois. Ils m'ont mis tout le nombre de billets que je voulais. En France, les gars, on se connaît. Je vais pas le dire, mais on se sait, tu vois. Voilà. Faut jouer au PSG pour avoir ce genre de traitement, faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai. Les gars, ils ont même pas de voiture. Tu vois, ils ont pas d'appartement. Tu vois ce que je veux dire? Ils payent leur... Enfin, voilà.
C'est une autre dimension. Tu dis que les Japonais sont procéduriers. Est-ce qu'ils sont rancuniers? Parce que forcément, tu me vois arriver. Le tir de Mathieu Strasel, on les a joués, les Japonais, à l'été 2024. Ils avaient tout fait pour gagner. Finalement, ils perdent sur ce tir à 3 points avec la faute, grand match. Plus ou moins après une fin de match incroyable. Est-ce qu'ils t'en ont parlé là-bas de ce match? Dès que je suis arrivé. Raconte-moi un peu ça. Dès que je suis arrivé, et on a un match en début de saison. Et on gagne, et je mets un tir un peu clutch aussi, mais on lance franc. Et donc on serre la main de tous les joueurs après le match. Et le coach, il me fait Mathieu. Et tu sais, quand je pars, je me dis Mathieu, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Et je vais dans le vestiaire, je me dis, mais pourquoi il me dit Mathieu? Tu sais, je dis, ok, ça veut dire quoi Mathieu? C'est en japonais? Ça veut dire quelque chose? Non, il me dit non. Je dis, putain, c'est quoi ce truc? Donc je demande à l'assistant, je lui dis, pourquoi il m'a dit Mathieu? Il m'a dit, je sais pas, on va lui demander. Il me dit, pourquoi tu dis Mathieu? Il me dit, Mathieu Strasel, en fait. Et quand on a mis le tir clutch, le mec, la première chose à laquelle il a pensé, c'est à Mathieu, il y a 2-3 mois, tu vois. Donc ouais, en fait, si tu veux, ça a un peu duré, mais après, bon, voilà, on est passé à autre chose, mais quand je suis arrivé, la première chose qu'on m'a dit, c'est Mathieu Strasel, tu vois. Le premier truc, c'est en premier tir, c'est Mathieu. Il les a traumatisés un peu. Bien sûr, c'est encore. Mais parlons de ce basket japonais que nous, on voit qu'aux Jeux Olympiques. On se souvient des filles à Tokyo qui tapent 2 fois les filles dans un basket de mouvement où ça court dans tous les sens. Chez les garçons, pareil, beaucoup d'adresses, beaucoup de small ball. Le poste 5, on s'en souvient, c'était un naturalisé, il me semble. Voilà. Mais qui était au large aussi. Parlons de ce basket atypique et qui arrive à causer beaucoup de problèmes en FIBA parce que c'est un basket qu'on ne voit pas ailleurs. Bien sûr, ça court partout. Il y a une structure, mais ça court, ça tire. Du run and gun. Du pur run and gun. Bon, les Japonais, ils sont tout petits, vous avez bien vu, les gars, ils font un 90, c'est le plus grand joueur. Mais ils sont droits. Et ça court, tu vois. Là-bas, c'est particulier quand même. Tu sais, comme j'ai dit, c'est dominant. Les locaux, donc les Japonais, c'est dominant arrière-meneur. Et tous les pivots intérieurs sont les naturalisés, ou nous, les mecs venus d'Europe ou d'Amérique. Et les gars, ça tire partout. C'est pas, on joue pas sur 24 secondes, quoi. Tu vois, ça vient, première attention, ça tire. Et c'est très américanisé. Il y a énormément de coachs américains au Japon. Énormément. Et maintenant, beaucoup d'Européens, dans mon coach, notamment. Mais il y a beaucoup de coachs qui viennent là-bas et puis tu te mets à la page. On tire en bout de 15 secondes de chaque claque à entraînement. C'est 14 secondes de chaque claque à entraînement, tu vois. Et donc, on s'habitue à jouer vite, à courir, à tirer. Première attention, sans hésitation. Et vous êtes combien d'étrangers par équipe? 3. Okay. 3 étrangers et un Asia, tu vois, donc Philippines, Chine, tout ça, voilà, t'as droit à un Chinois. Une sorte de Cotonou ou de Bosman, comme il y avait à l'époque en France. Exactement, ouais. Et alors, du coup, là, dans ton objectif, c'est de rester dans cette équipe. Est-ce que les équipes ont de la continuité ou est-ce que comme en Europe ça change tout le temps? Non, ça bouge pas. Ouais. Ça bouge pas. Les joueurs japonais restent. Ou en Chine, qui est un championnat voisin. En Chine, il y a un turnover incroyable, notamment avec les étrangers. Là, ils sont dans la continuité. Ça bouge pas. Il y a plein de mecs que je connais, que j'ai vus. Les gars, ils sont là-bas depuis 5-6 ans. Ça bouge pas. Moi, ils m'ont signé 2 ans. Enfin, j'ai re-signé 2 ans. Attends, t'as re-signé 2 ans? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et t'es fou? T'es mal conseillé ou quoi? T'as pas suivi l'interview. Ouais, je me suis endormi à un moment donné. Non, j'ai re-signé 2 ans. Ça bouge pas, c'est bon. Tu te vois finir là-bas, en fait? Je sais pas si je vais finir là-bas. Mais je vais rester longtemps là-bas, ça c'est sûr. Parce que justement, je vois les mecs, ils essayent vraiment, tu vois. Et c'est le plus important au final. Tu sais, quand tu vois les gars, ils sont sincères avec toi. Mais sincères pour de vrai, on se connaît. Et tu vois, quand les gars, ils te disent vraiment ce qui se passe. Et surtout, tu vois chaque année, ils ramènent des meilleurs joueurs, un meilleur staff. Ils sont à l'écoute des joueurs. Ouais, c'est bon, moi quand je vois ça, quand je vois que tu essaies vraiment, t'as l'intérêt de déjà que moi je sois bien, à l'aise, confortable, tu me respectes, c'est bon, je bouge pas. C'est quoi la mission de cette équipe-là? Parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? Vous jouez que le championnat? Il y a une espèce de coupe continentale comme l'équivalent de l'Euroleague en Asie. C'est quoi votre ambition? Vous êtes une grosse équipe du championnat? Alors cette année, on a fini, je sais plus combien, là. Voilà, pas premier apparemment. Pas premier. Attends, 24 équipes t'as dit, hein? Il y a 24 équipes. En fait, c'est 24, 8 en play-off. D'accord. Donc voilà, si t'es pas dans les 8, t'es nulle part en vrai, tu sais, tu finis 24 ou 9ème, bon, t'as pas fait les playoffs. Cette année, moi ils m'ont signé, je suis le plus haut contrat de l'histoire du club pour un étranger, donc ils ont jamais autant misé sur un joueur, et ils ont signé le meilleur meneur japonais du pays, donc qui était le meilleur scoreur l'année dernière. Donc là, c'est clairement, le président avant de partir, nous on a des ambitions d'aller en playoff, ce qui serait pour la première fois du club, de l'histoire du club. Donc ouais, voilà, t'as le championnat.
donc sur toute la saison. Et à la fin, tu as un peu le même truc, je crois que c'est la BCL qui le fait là. Un Final 8. Un Final 8 avec je sais plus comment ça se passe là, mais nous en vrai, tu joues contre des équipes australiennes qui viennent, tu joues contre une équipe de... je sais plus trop, mais voilà, t'as plusieurs équipes qui viennent, on fait un tournoi au bout de Final 8, comme tu dis, là, au bout de 4-5 jours. Cette année, ils l'ont fait en Thaïlande. Ouais, ça serait cool de faire un truc comme ça, tu sais, de bouger. Je gagne le championnat, déjà aller en play-off, étape par étape. Aller en play-off, gagner le truc, et puis continuer à faire une carrière. Okay, donc c'est un club ambitieux. Ah, bien sûr. Ouais, mais mon coach, Lassie, qui était à Strasbourg. Oui, bien sûr, on s'en souvient. On s'en souvient bien. Bon coach. Super ambitieux. Il était assistant de Banqui, c'est ça, à Bologne, avant d'aller au Japon. Banqui, assistant de Vincent ici, avant de partir à Bologne. Il était coach à Lassie, on s'en souvient. On a suivi avec Erwan en BCL. C'est mon coach là-bas, c'est lui qui m'a ramené là-bas. Donc pour le coup, un mec, si tu connais, il a des ambitions de. Ouais, tu sais, il met la barre super haute. Mais ça vient aussi avec un prix à payer. Donc voilà, le prix, c'est. Il m'a payé moi, il a payé le meilleur joueur japonais. Et puis voilà, on espère gagner un truc l'année prochaine. Les Japonais sont très bien payés par rapport aux étrangers. Tu veux des problèmes, toi. Non, mais je pose la question. Tu veux des problèmes. Un ordre de grandeur, tu vois. Est-ce que par rapport aux étrangers, ils sont tous mieux payés que vous? Tu veux vraiment savoir? Bah oui, je te pose la question. Mon premier match, on arrive à la salle, littéralement. On joue un Shiba. C'est l'équipe du gaucher là, qui est en NBA. C'était les règles Shiba ou les règles NBA? Elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là. Donc on arrive. C'est l'été, on s'amuse un peu. Bien sûr. C'est Shiba, c'est l'équipe qui s'appelle Shiba. On arrive et je vois que des Porsche Cayenne et des Range Rover. Tu sais, je me dis putain, c'est président, enfin GM, tu vois. C'est que les joueurs, que les Japonais, tu vois. Et à ce moment-là, putain les gars, c'est quoi vos salaires, tu vois? Et non, bah, ça veut tout dire. Tu vois, moi, j'étais en France, hein, j'étais un joueur français. Je sais ce que c'est, tu vois. Et quand je vais là-bas, j'entends ce que les gars gagnent. C'est ce que tu donnes à... On parle encore de Nanterre. On reste sur Nanterre. Ah ouais. Quand on a rien, la famille de Nadio, on vous adore. Ah ouais, Pascal, moi, je te kiffe, hein, Pascal. Hein, ça s'est bien passé, voilà. Je dis juste comment les choses sont, tu vois. Économiquement... le meilleur joueur de Nanterre, c'est un joueur moyen au Japon. En Chine, c'est pareil. Il y a un en Chine, c'est pareil. Moi, j'ai Kenny Grant, que tu connais certainement, qui a été assistant en Chine. Il me disait qu'il voyait les joueurs de son équipe, ils arrivaient à la salle avec des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini et tout. Les joueurs locaux sont archi bien payés. C'est abusé. Même les sponsors. Les sponsors, les gars, ils sont sponsorisés Nike, mais des vrais trucs, tu vois. Il y a de l'oseille avec, tu vois, c'est abusé. Et ils ont une vraie culture de on te protège. Sur le terrain, on a droit qu'à 2 étrangers, tu vois, par équipe, tu vois. Donc sur le terrain, en train de jouer. On est 3 par équipe, mais t'as droit que 2 sur le terrain parce qu'ils veulent vraiment mettre en avant les Japonais, tu vois. Donc moi je respecte. C'est le spécial de coacher où tu n'as pas le droit de mettre 3 mecs en même temps. Et s'il y a 3 mecs, tu prends une technique, tu peux pas. C'est comme si c'était 6, t'as pas le droit. Ah non, tu peux pas. Ça n'existe pas en fait, ils le font pas. Ça n'existe pas. On a essayé une fois, non, tiens, sors, tu vois. T'as pas le droit. Mais c'est marrant, mais tu sais, c'est aussi ce qui est bien de voyager. C'est que tu vois un peu les règles de chaque pays. Moi en Espagne, il y a des équipes en Espagne, t'es pas des joueurs espagnols, tu vois, t'avais que des mecs naturalisés. Et moi, je vais au Japon maintenant, non, il y en a des Japonais, tu vois, enfin, j'étais en Italie un peu avant, enfin voilà, tu vois, en France, on n'en parle pas, tu vois, c'est un peu comment la culture qu'ils ont pour les joueurs locaux, comment on met les joueurs en avant, tu vois, comment on les protège. Donc c'est aussi ça que, bah, tu sais, je suis pas japonais, mais je tombais amoureux avec ce processus-là, de voir comment les mecs ils mettent en avant leurs propres joueurs. Tu parles des stars, là, il y a quand même un joueur qui est hors norme dans l'équipe nationale du Japon, c'est Rui Hachimura. Bien sûr. C'est une vraie superstar là-bas. C'est abusé. Ouais. En plus, c'est un black. Ah oui, tu vois. Béninois. Béninois, c'est un black anis, comme on dit, tu vois, c'est abusé. Le mec, quand il a fini sa saison avec les Lakers, hein, il est venu, ils ont son truc genre 1 mois en avant, tu vois. C'est une star. C'est une star. Les gars, au Japon, c'est abusé. Yuki Nakamura, là, il était dans mon équipe l'année dernière, en fait. Voilà, il y a 2 ans, pour le coup. L'année dernière, il était à Memphis. Donc, il y a 2 ans, il était à Yokohama. C'est une star, c'est abusé. Les mecs dans la ville, c'est abusé. Je te dis, c'est pas... C'est le PSG. Le foot en France, voilà, on sait ce que c'est.
Bah, c'est le basket là-bas. C'est le baseball avant tout, c'est le sport numéro 1. Et juste après, c'est le basket. T'as quand même Andrés Iniesta qui est aussi au Japon. Je sais même pas. Ah bah, tu vois, qui est parti là-bas aussi, tu vois. Il y a aussi une fille archi connue dans le tennis qui a une double nationalité, mais même si elle est plus américaine, c'est Naomi Osaka. C'est une star aussi là-bas, même si elle, on sait que c'est vraiment une américaine, plus que... clairement. Moi, la plus grande star japonaise, c'est Otani, le joueur de baseball, là. Des Dodgers. C'est un champion l'année dernière. Lui, je le vois partout. Vraiment partout. Juste après, t'as tous les Rui, tout ça. Ils sont pas beaucoup, donc ils protègent vraiment leurs stars, ils les mettent en avant de ouf. Okay. Quel regard, que maintenant j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul sur ta carrière, parce que c'était passionnant que tu nous parles du Japon. Quel regard tu as sur ta carrière, toi qui arrives de Guyane, qui arrive à l'INSEP, qui va à Rouen, qui est drafté par les Bucks, qui joue avec Yanis, et puis comme tu l'as dit de toi-même, et ça a été la réalité, parce que nous on est dans les médias, tu as disparu à un moment donné, tu es revenu en France. C'est quoi ton regard sur ta carrière? Tu as des regrets? Absolument pas, tu vois. Évidemment, tu sais, avec du recul, je vois des mecs qui étaient à côté de moi à l'époque, des gars avec qui j'ai grandi. Je les vois aujourd'hui à des sphères et je me dis, c'est bien, tu vois, je suis content pour ces gars-là. J'ai connu également ce truc-là. Donc, j'ai aucun regret parce que moi, j'ai tout connu dans le basket au final. Donc, je pars sur NBA, j'ai joué en NBA, moi, j'étais avec Joachim Noah, j'étais en boîte de nuit avec Carmelo Anthony, j'ai tout fait, tu vois, j'ai tout fait avec les gars aux États-Unis. Attends, nous on est des mecs de la night. Attends, c'est quoi être dans la night avec Melo? C'est là, c'est un de mes rêves. Hein. Plus qu'être champion NBA ou gagner l'Euroleague, c'est de faire une night avec Melo. Comment c'est la night avec Melo? C'est Sprinter, donc tu sais, les gros vans Mercedes là, all black partout là, Sprinter, t'arrives à l'arrière, tu rentres, t'es en haut, tu choisis ce que tu veux, on s'est compris. Et ce que tu veux boire, les gars. Oui, ce que tu veux boire. Vodka, gin ou. Tu choisis ce que tu veux, tu vois, ce que tu veux boire, ce que tu veux manger. Tu fais ta night. Tu repars derrière, personne t'a vu. Et tu fais ta night, tu vois, et tu repars. Et la soirée n'est pas finie. On va chez lui. Il y a des DJ, il y a tout. Tu rentres chez toi, tu vois. Faut voir. Ça a l'air facile. La vie est facile quand on est dans le sillage de ces mecs-là. C'est trop facile. Parce que quand tu sors de là, et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup des gars, c'est que quand tu vis ça une première fois, tu peux facilement te rattacher à ça et croire que c'est ça ta vie. C'est pas le cas. Moi, ça m'est arrivé, tu vois. Quand j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai eu le fall down de ma carrière. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait des gars comme ça, j'étais avec OG Mayo, au Bucks. OG, on le connaît. On connaît l'histoire de OG. OG, c'était le mec de la night. C'est le mec qui avait 4 maisons dans la même ville, tu vois. Et j'étais son rookie. Lui et Larry Sanders. Donc, les mecs m'ont fait vivre des trucs. Je me suis dit, what? T'as eu des sacrés vêtements quand même. Hein. Larry Sanders et OG Mayo. Ma première année, en plus, j'étais blessé. Donc, je jouais pas. Donc, j'avais que ça à faire. Les mecs, ils m'appelaient à 2h du mat et je dois répondre. Si je réponds pas, le lendemain, ma voiture, il y a du popcorn partout dans la voiture, tu vois. Donc, c'était ça, mes gars. Puis voilà, tu vois, Puis bon, tu vois, tu te rattaches à ça pendant un moment, c'est ce que j'ai fait, moi. Puis après, voilà, la vie te rattrape, tu sais, voilà, c'est pas ça ta vie. Ne mets pas tes basketteurs avant tout. Si tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc j'ai appris tous ces trucs-là. Et puis, ma carrière, moi, je la vis encore, hein, tu vois. Pour moi, j'ai pas encore vécu mes meilleurs moments de basketteur. Okay. Tu vois, pour moi, j'ai vécu des moments de ouf. Mais mon meilleur moment, il est encore à venir. C'est comme ça que je le vis, tu vois. Je me dis pas que c'est dans le passé. C'est aujourd'hui et demain, tu vois. J'ai kiffé tout ce que j'ai fait, j'ai kiffé. Puis mais les gars sont mes gars, tu vois. Tous les gars sont mes gars. T'as gardé des potes du basket? Ouais, je suis en contact avec tout le monde. Ouais. Alors, je suis pas souvent à Paris ou... je suis pas très dans le paysage, tu vois, parce que bon, je préfère, comme je t'ai dit, je préfère... le catamaran. Je préfère ma petite... Voilà, je préfère être dans les Caraïbes et puis en Guyane, sinon... mais dans la Caraïbe, moi, je suis sur un bateau, moi, un peu à la Boris, Dio. Mais quand je viens ici et que je vois tous les gars, ben, c'est comme c'est all love, tu vois. On se connaît depuis je sais pas, 10 ans maintenant. Et comme vous, on s'est pas vu. Ça fait 10 ans que je ne vous ai pas vu, tu vois. Tu vois, on s'est vu là et c'est comme si on va redisparaître 10 ans, tu vois. C'est comme ça. Oh non, j'ai envie d'aller à Tokyo. Moi, j'ai envie d'aller à Tokyo. Maintenant, tu m'as donné envie. Ah voilà, mais tu vois, tu vas m'appeler, tu vas passer me voir. Salut Damien, tu peux mettre 2 places pour le match et une chambre d'hôtel, s'il te plaît. Ah, bah au calme, pas de problème, tu vois, mais on va dire dans le paysage ici, je suis pas là, moi, tu vois. Le basket, comme je dis, c'est un outil, c'est pas ma vie. Après, tu fais des super rencontres dans le basket, tu vois, tu rencontres des mecs en or.
Et oui, des gens en or. Mais après, c'est vraiment des connexions pour moi. Puis sinon, je suis dans mon petit coin, je suis dans ma petite vie, tranquille, et puis voilà. Revenons sur ton passage en NBA, parce qu'il y a des trucs super intéressants à raconter. Bon, déjà, t'as été drafté 1 an après Giannis. Ouais. C'était quoi votre relation alors que t'étais skinny Giannis, c'était au tout début, quoi. On avait jeune un Tu disais que les Bucks auraient dû miser sur toi plus que sur lui. Explique-nous un peu. Ça aurait pas été mauvais, en plus. Il y a de la chose que je me sois blessé, en plus. Non, alors Giannis, on a fait l'année d'avant, il était avec la Grèce. On a fait un tournoi avant qu'il se fasse rater. On a fait un tournoi l'un contre l'autre. Donc moi, et Team France contre Grèce. Donc quand on venait de se connaître là-bas. Et quand je suis arrivé à Milwaukee, donc on s'est rappelé de l'un autre, tu vois. C'était mon frère, tu vois. On est tous les deux européens. On est aux États-Unis. Bon, lui, il avait déjà la hype, voilà. Mais puis voilà, c'était un super gars, tu vois. En 2 ans que j'ai passé là-bas avec lui. C'était mon gars. Les 2 Européens, on a tout fait ensemble. Tu vois. On était partenaires partout, tout ce qu'on faisait, tu vois. Vous avez un contrat un peu? Quand je suis revenu de blessure. Oui, bien sûr. Ouais, on a fait beaucoup d'un contrat, mais j'ai fait encore plus avec Jabari Parker. Drafté la même année. Ouais. On était tous les deux blessés. Donc lui, c'était le genou et moi, c'était ma cheville. Et quand je suis revenu de blessure, j'ai bouffé Jabari Parker pendant... Je sais pas simple. Non, c'était chaud. C'est chaud. Et moi, je dis, je le pense, mon avis est biaisé parce que c'est mon gars et c'est le meilleur poste 4 qu'on a en Europe aujourd'hui. C'est que mon avis, encore une fois. Mais en Euroleague, c'est le meilleur poste 4. Il est trop talentueux. Il est beaucoup plus talentueux que tous les gars en poste 4 ici. Et parle-nous de Giannis, quand tu le vois, il est drafté, il est tout jeune. Tu pensais qu'il allait devenir ce qu'il est devenu, comme ça, le visage un peu de la NBA, double MVP, champion NBA, MVP des finales. J'ai une bonne anecdote pour le coup, pour ça. Elle est pas mal. Non, jusqu'au jour où on a rencontré Kobe. Alors, j'étais avec Giannis, on était au resto. Notre coach était Jason Kidd. Donc, il appelle Giannis, on est à Los Angeles. On joue les Lakers sur le main. On est au resto avec Giannis, un petit bistrot, voilà, on bouffe. Jason Kidd, il l'appelle. Putain, il est 21h, qu'est-ce qu'il m'appelle, tu vois. Et il dit, ouais, tiens, je t'envoie une adresse, viens. Donc, je suis avec lui, on part ensemble. On arrive dans un restaurant, voilà, on monte. Donc, il y a une pièce fermée, et c'est Jason Kidd qui nous reçoit. Et il me fait, ah, Damien, tu vois, il ne savait pas que j'étais Giannis à ce moment-là. Il me fait, ah, mais tiens, welcome, viens également, tu vois. Donc, je bouge avec lui. Et là, tu as Kobe. Donc, on rentre dans la pièce, il y a Kobe qui est... En fait, il est en train de dîner avec Kobe. Jason Kidd est en train de dîner avec Kobe, tu vois. Et là, il fait, oh, Giannis! Tu vois, il prend ses bras et tout. Et là, il commence à parler. Donc, moi, je suis un peu sur le côté, tu vois, tranquille. J'écoute, j'ai l'oreille bien tendue, tu vois, j'écoute ce qu'ils disent. Et tu sais, là, le Kobe, il lui a fait un lavage de cerveau. Mais tu sais, tu peux être le meilleur joueur de la ligue. Tu dois faire ça, tu dois te séparer des gars. Tu vois, vraiment, tu vois, le lavage de Kobe, Mamba mentality, tu vois. Et là, ce jour-là, Giannis, il m'a dit, bon, écoute, je rentre à l'hôtel. Je sais pas ce que tu fais, mais moi, je rentre à l'hôtel. Il a dit, mais gars, il est 23h, tu sais. On va pas manger, tu sais, je sais pas. Il dit, non, moi, je rentre. Et là, c'est à ce moment-là, j'ai vu le focus. Et c'est là que le mec en a perdu. Il a vraiment changé d'état d'esprit du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et tu sais, on se souvient du tweet et tout, on se souvient. Lui donner des objectifs, etc. On se souvient, c'est incroyable. C'était à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le mec qui s'est séparé de tout le monde. Tu vois, c'était mon gars. On faisait tout ensemble. Il venait à la maison, je vais aller chez lui. Ses parents, ils habitaient à l'appartement juste à côté. J'allais chez lui, on jouait à la play jusqu'à pas d'heure. À ce moment-là, c'était fini. Je le voyais plus. Il était à la salle, même à l'entraînement, c'était abusé. Tu sais, un truc tout con. En entraînement, tu t'entraînes, tu fais le drill, et tu as toujours 30 secondes pour aller boire. Tu sais, on va boire, on vient de jouer 5 minutes. Le mec, ce qu'il faisait, c'était, on finit le drill, les coachs venaient tout de suite sur le terrain, et ils tiraient. Tu vois, ils faisaient des spot-up, mais pendant que tu étais essoufflé, tu vois. Et après entraînement, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Mais en fait, c'est juste que Kobe lui a dit, prends pas de pause. Tu vois, genre... gagne toujours, tu sais, ce qu'il dit, Kobe, là, gagne toujours 2 minutes sur les gars, tu vois, sans compétition. À ce moment-là, on l'a perdu. Et on l'a perdu pour les bonnes raisons. Tu sais, il est devenu qu'il est aujourd'hui, tu vois, mais c'était un super souvenir. C'est à ce moment-là que vraiment, moi, je me suis rendu compte que le mentorat, c'est le plus important. C'est quand tu as un mec derrière toi qui voit le potentiel et qui te pousse, c'est bon, t'es MVP de la NBA après, tu vois. Larry Sanders, il avait pas trouvé les mots comme ça avec toi.
Putain, là, le mec, il a abandonné, il a arrêté sa carrière. Il a arrêté sa carrière. Après un bête de contrat en plus. Tu avais vu venir ça? Absolument pas. Parce que pour les plus jeunes, Larry Sanders, c'était un vrai joueur, pivot titulaire et tout. Le mec, il a disparu, le mec. Il est venu en entraînement, il en avait marre, on avait fait un mauvais entraînement. Et Jason Kidd, il commençait à faire des suicides et tout. Il en avait marre, il a dit, ah, c'est bon, j'arrête. Et il est parti. Et on l'a plus revu. Et c'est comme ça, littéralement, ça s'est passé comme ça. Hein. Suicide et tout. Ah, c'est bon. Tu sais, il commence à parler et tout. Là. Il dit, moi, je cours pas. You gonna run. Non, je cours pas. Et il est parti. Il est rentré chez lui et c'est bon, il est devenu musicien. Voilà, tu vois, le mec, il a arrêté son truc. C'est pour ça que quand t'as trop d'argent, voilà, surtout t'as pas. Tu sais, financièrement, les mecs, ils savent pas ce que c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai 1 million, je pète le 1 million tout de suite, tu vois. Lui, c'est ce qu'il a fait. Puis bon, aujourd'hui, c'est un bon joueur de 3 contre 3, Big 3, tu vois. Ouais. Ça m'amène à une question intéressante avec Kevin Serafin, qui est guyanais en plus, donc on pense à Kevin, bien sûr. Big up. Et sur un truc que tu as commencé à aborder, sur ta fin en NBA et sur ton downfall, tu disais ça tout à l'heure, et sur l'aspect mental aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi, t'as pas réussi à faire carrière en NBA? Je pense que, bon, déjà, il y a eu l'aspect de la blessure. Quand je suis arrivé en NBA blessé, je m'étais blessé à ma draft. Donc, tu sais, ce qui te garde sur le terrain, c'est de jouer déjà. Ouais, voilà, il faut que tu joues, sinon tu joues pas. Ben, je suis parti seul. Deuxième grosse erreur de ma carrière. J'avais toute ma famille qui était là. J'ai dit non, écoutez, je suis parti parce que je viens de la Guyane. Donc pour moi, j'avais fait le Paris, le Guyane, Paris seul, Paris-Valenciennes. Je me suis dit, je fais pareil. Paris, Milwaukee seul. Je vais y arriver. Grosse erreur. Parce que déjà, j'étais blessé. Donc à ce moment-là, et en NBA, t'as 1 million, pour ne pas dire 1 milliard de personnes autour de toi. Si t'es pas bien dans tes baskets, si t'es pas bien entouré, si t'as pas le focus, tu pars en vrille. Parce qu'encore une fois, un gars, faut le vivre. Personne ne peut comprendre, faut le vivre. Je peux te dire ce que c'est, tu pourras pas le comprendre. Quand t'as 1 million dans tes mains tout de suite, et que t'as un mec qui te propose je sais pas quoi, faut vraiment, il t'est seul encore une fois, hein. Faut vraiment que à 18 ans, faut le rappeler, faut vraiment que tu sois un mec assis sur toi pour comprendre ce que c'est. Donc voilà ce qui m'est arrivé, et puis j'ai perdu pied, je balançais à gauche, à droite, en plus j'étais blessé comme je te dis, donc ça m'a pris... Quand tu dis balancer, c'est que tu balançais de l'oseille? Je balançais de l'oseille, et surtout le focus, tu vois, faut pas oublier, on est basketteur avant tout. Moi je fais tout ce qu'aujourd'hui, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de tout ce que tu fais, mais je suis basketteur avant tout. Le premier, voilà, tu vois, ton travail c'est de basketteur, donc tu peux faire ce que tu veux, mais tu viens à la salle, et tu fais ce qu'il y a à faire. Donc moi j'avais perdu ça, tu sais, comme j'avais beaucoup d'argent et j'avais aucune éducation financière, parce que dire économiser de l'argent, ça ne veut rien dire, et j'avais des conscients en patrimoine également, mais quand t'es à un niveau, tu vois, faut vraiment que, comme je dis, il faut avoir une vraie assise émotionnelle et surtout comprendre que ces trucs-là, c'est pas forever. Et à ce moment-là, je l'avais pas. Donc moi, à ce moment-là, tu sais, tu fais des trucs, tu rencontres des gens, tu fais plein de trucs, voilà, tu pars en couille. Et moi, c'est littéralement... quand je suis parti en couille, là, je me suis dit, oh. Tu vois, quand je suis revenu de blessure, déjà, je vois, je suis plus aussi athlétique. Je me dis, oh, regardez, hein. Avant d'arriver en NBA, je mettais tous les tomards du monde et tout, je montais au tomard sur tout le monde. Ah non, je galère. C'est quoi ce truc-là? Et puis, tu sais, mon coach, il me disait, ouais, tu seras peut-être le Draymond Green ou le Joe Johnson, tu vois. Et donc, il voulait vraiment slow down mon jeu, tu vois. Et moi, j'étais pas ça. Moi, j'étais l'ailier. Je suis parti ailier qui dunkait partout, tu vois. Et quand je suis revenu, ils m'ont dit non, là on est dans une nouvelle ère du small ball, donc on veut te mettre à Draymond Green. Bon défenseur, j'ai été bon défenseur. Aujourd'hui, je le suis encore, mais bon. Tu vois, voilà, au Japon, un peu moins, tu vois. Et tu vois, small ball, défenseur, tout ça, passe, parce que je suis un bon passeur. Le game, je le vois toujours. Et je me suis perdu. Tu vois, tu te perds quand t'as 18 ans, 19 ans. Tu te perds, mec, tu vois, quand t'as ça. J'avais mon agent là-bas, je suis parti avec Peja, mais arrivé là-bas, c'était plus Peja. Peja, il a pas la licence pour être en NBA. J'étais avec les Américains. Les Américains, ils sont super, les gars, mais je suis un parmi 50. Tu vois, il n'y en a pas de relation de... Voilà, on se connaît depuis 1 an, tu vois. Et tu te perds dans ça. Et puis, un NBA, gars, c'est... T'as pas le temps, ça va vite. Quand tu dis que tu te perds, c'est quoi les à côté? C'est la night? C'est les achats à côté? C'est que jouer à la console jusqu'à... C'est le manque de discipline. Là, tu manges mal? Le manque de discipline. Sur tous les aspects, en fait. Sur tous les aspects. Faut vraiment, en fait, quand tu pars, quand tu arrives à un niveau, faut que tu gardes les mêmes habitudes ou même que tu amplifies ce que tu faisais déjà
pour rester juste au niveau, tu vois. Et moi, j'étais blessé, encore une fois. Donc, quand t'es blessé, t'as pas l'argument de jouer, tu vois. Donc, des fois, tu peux faire toutes les conneries du monde, mais comme tu joues, et tu joues bien, bon, vas-y, on oublie, tu vois. Mais moi, j'avais pas. Donc, tu fais tous les trucs de merde. Et, gars, quand je m'entraîne, hein, je m'entraînais le matin, tu sais, j'allais à la salle, hein. Mais je viens de manger un peu, j'arrive au State, je viens de manger un Wingstop. Parce que j'ai pas de Wingstop en France, à l'époque. Il y en a un maintenant à Paris. Tu sais, il n'y a pas de Wingstop, donc je mangeais des buckets. Il a tout arraché sur la bouffe. Il a tout arraché, le mec. Tu vois, tu mettais des... Et tu sais, les mecs, et les caries, ils ont pas de... Ils arrivent à la salle avec des buckets, tu vois, les gars. Tu sais, on prend un bucket. C'est quoi ce truc-là? Les donuts. Tu sais, j'arrive en mode, what, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Et je mangeais ça en entraînement, mais c'est pas ça, tu vois. Littéralement, t'as pas de discipline. Tu vois, et quand tu t'as pas de discipline, tu t'oublies, tu perds. Et voilà, c'est comme je dis, voilà ce qui fait que... Et puis on t'oublie, tu sais, ça va tellement vite le basket. Aujourd'hui, gars, il y a 60 mecs qui rentrent chaque année en NBA. En Europe, c'est pareil, on le dit pas, mais il n'y a pas 60 mecs qui rentrent. Il y en a tous les gars d'université, les mecs qui sortent de centre de formation. On est combien au final, tu vois? On est beaucoup, donc il faut rester au niveau. Et pour rester au niveau, c'est la discipline. Aujourd'hui, tu as cette discipline? Ah, carrément. Donc, je suis pas... Aujourd'hui, j'excelle dans ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste qui je suis, tu vois. Si je serais en Europe, je te dis aujourd'hui, je serais en équipe de France avec les gars. Alors, c'est la seule raison. C'est quand ta prise de conscience sur la discipline? C'est quel moment? Quand je suis arrivé à Bilbao. Ma première année à Bilbao. Et ça m'a demandé, big up à l'Espagne, quand je suis arrivé en Espagne pour me rendre compte de ça. Quand tu arrives dans le meilleur championnat européen, tu te rends compte, ok, là je suis à un niveau, d'accord. Et tu vois comment les mecs ils agissent. Parce que je vais le dire, en France, les gars, il n'y en a pas de discipline en France. Il n'y a pas, je le dis, tu vois. Que ça soit Nanterre ou tous les clubs du truc. Je parle pas du club. Le club a ses problèmes, les clubs ont leurs problèmes. Je parle des joueurs. Je parle de comment les joueurs se comportent sur le terrain et en dehors du terrain. Il n'y a pas de discipline, tu vois. Les gars, on joue au basket à prendre en soirée, tu vois, en France. En Espagne, on fait la même chose. Mais je peux te dire qu'avant ça, il se passe énormément de trucs au niveau de la discipline, tu vois. Et quand je vois ça, c'est là que tu changes un peu ta mentalité. C'est là que tu... Et en Espagne, allez, regarde, pour que tu comprennes bien, en France, tu as 2 exemples par équipe. En Espagne, tu en as 7. Tu as 3 mecs qui font un peu les foufous, mais tu as 7 gars, c'est discipliné, ça mange bien, c'est carré, etc. Et surtout, le staff, ils te suivent, tu vois. Donc, c'est pour ça que la prise de conscience, elle mène là. Tu parlais de l'équipe de France. Ouais. T'es pas dans la liste élargie là, pour préparer l'Euro, alors que tu l'as dit, tu es au top de ta carrière, tu es en pleine forme. C'est quoi tes relations avec Freddy? C'est quoi tes relations avec l'équipe de France? Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Depuis l'année dernière, il n'y a plus rien. J'ai vu les gars je sais pas, l'année dernière, on a fait la fenêtre, là, je sais plus c'était quand, avec eux. Et puis à l'époque, c'était Boris et Rudy qui appelaient, enfin qui m'appelaient moi pour le coup. Bon, Vincent, je le connais Vincent depuis toujours. Puis voilà, c'est bon, ça s'arrêtait là. Moi, quand j'ai fait mon choix de faire m'exiler, parce que pour le coup, c'est un exil, hein, tu vois, je suis plus en France, en Europe. Je suis plus dans, on me voit plus sur les chaînes à Euroleague ou NBA. Je suis exilé pour eux. Mais le niveau, il reste le même. Je suis encore meilleur, pour dire. Parce que là-bas, tu sais, quand tu vas quelque part, où on te demande de scorer encore plus, c'est vraiment juste de la confiance au final. Parce que j'ai toujours su scorer. C'est juste qu'on me demandait jamais de faire ça. On me demandait de faire autre chose, tu vois. Il y a un mec, on te dit, ouais, lui, il a 1,5 million, donne-lui la balle. Tu le fais, tu vois, parce que moi, je suis un bon joueur d'équipe. Je cherche toujours le meilleur tir. Là-bas, on dit pas cherche le meilleur tir, on dit c'est toi qui scores. Et si on joue dans le système, on cherche le meilleur tir, mais le meilleur tir, il est pour toi. On le travaille pour toi. En Europe, le meilleur tir, on donne au meilleur score, ou au plus gros salaire, tu vois. Et c'est la même chose. Moi, je reviens en Europe, je suis top joueur en Euroleague, je le sais. C'est mon talent, c'est mon jeu. Je joue avec les mecs tous les jours. Les gars, je vais pas te dire ton prénom. On s'est entraîné il y a 2 jours. Il est en France. On s'entraînait il y a 2 jours. Dis-nous qui c'est, c'est bon, dis-nous qui c'est maintenant. Non, c'était sale. On s'entraînait il y a 2 jours, on a fait du 1 contre 1. Il m'a pas marqué. Même poste que toi? Même poste que moi. Un joueur de quoi? De quel niveau? Betclic? Non, Betclic. Un super gars de Betclic, un All-Star et tout, tu vois. J'ai contre lui à mon poste, là. Voilà, tu vois. Et le truc, c'est... Enfin, qui suis-je? Je dis pas ça pour me mettre... Voilà, je dis juste qui je suis, en fait, tu vois. Mais donc, du coup, toi, aujourd'hui, t'as 30 ans. Il y a les Jeux Olympiques dans 3 ans maintenant qui arrivent. Tu as fait une croix définitive sur l'équipe de France, ou en fait? Non, absolument pas. J'ai fait aucune croix. Juste que j'ai fait un choix de carrière. Mon choix, il reste le même. Je reste le même joueur. Parce que là, de toute façon, t'es pour 2 ans au Japon. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est venez voir ce qui se passe au Japon.
Bah, les mecs, ils voient déjà. Tu sais, ils savent ce qui se passe. C'est juste que c'est un choix. Tu sais, ils font juste un choix de prendre. Putain, à chaque fois, je écorche son prénom. Sarr, c'est ça? Alexandre Sarr, tu vois. Alexandre Sarr et tous les autres gars sur ma position. C'est pas des mauvais gars, ce sont des très bons joueurs, c'est l'avenir. Mais encore une fois, moi, je suis qui je suis, tu vois. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Je vis très bien, hein, tu vois. Je suis pas en équipe de France, ça ne change rien pour moi. Mais en termes de qualité de joueurs, aujourd'hui, dans la liste, les mecs à qui je suis, c'est ma génération, ce sont mes gars. Les Mathias, les Gershon, ce sont mes gars, tu vois. On se joue chaque année. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Mathias 20, parce qu'on vient des DOM tous les deux. Voilà, tu vois, je sais que j'ai ma place dans l'équipe. Mais après, c'est pas un problème, tu vois. Et ça, c'est pas un remords. Tu disais que t'avais pas de remords dans ta carrière, mais l'équipe de France, absolument pas. T'as représenté les Bleus jeunes, etc. Absolument pas, non. Mais écoute, tu sais, pendant 7 ans, j'y étais pas, hein, 7-8 ans, j'y étais pas, tu vois. Ça aide à faire le deuil, c'est sûr. Ça aide à faire le deuil, tu vois. C'est quand je suis revenu à un excellent niveau, c'est que je suis revenu. Mais je sais que moi, j'ai le niveau, tu vois. Et les gars, ils le savent aussi. Et c'est le plus important pour moi. Mais quand tu dis le meilleur dans ma carrière, c'est aujourd'hui et demain. Demain, ça peut être des Jeux. Les Jeux Olympiques. Ça peut être un objectif atteignable dans ce sens-là. Mais forcément, les gars, ils m'appellent, je serai là. Hein. Je suis le premier à venir, hein, tu vois. Tu sais que c'est bien de passer dans les médias pour faire passer des messages aussi. Ah, bah écoute, les gars, ils le savent. Hein. Boris le sait. Gros big up à Boris, c'est un très bon gars que j'apprécie beaucoup. Ils le savent. Tu vois, tu m'appelles, je suis là, je défonce tous les gars, tu vois. Et tu le sais. C'est pas, tu vois, c'est pas, voilà. Et si jamais je me fais défoncer, bah je me fais défoncer, tu vois. Mais en tout cas, je sais que moi j'ai ma place. Je sais que j'ai ma place dans le groupe élargi, tu vois. Et si c'est la baston pour gagner, bah c'est la baston pour y aller, tu vois. Tu vois, hier, je pensais au JO de l'année dernière, etc., avec que des gars que tu connais très bien, Gershon, Mathias, Andrew aussi. Est-ce que, en tant que compétiteur, athlète pro, etc., t'as regardé les JO avec, tu sais, vraiment en étant fier de tes gars, de content pour l'équipe de France, ou est-ce que ça te titille un peu de dire, j'aurais pu y être Ça m'a titillé c'est il y a 2 ans. Quand ils étaient là-bas, là, ils ont... À Manille, il y a 2 ans, ouais. Ah, ça m'a titillé de ouf. Parce que je voyais comment ils galéraient, tu vois. Je me dis, putain... Là, tu vois, là, ça m'a... L'année dernière, quand j'ai vu le truc, j'avais déjà vu la carotte. J'avais déjà vu la carotte depuis la fenêtre. Puis la fenêtre, tu sais, ils sont venus nous voir pour nous dire, ouais, il y aura 18 joueurs. Et tu sais, par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière, donc à Manille, c'est ça, que ça va un petit peu rater. C'était à Jakarta, hein. À Manille, c'était les... Ah non, oui, okay. C'était la Coupe du Monde. Voilà, exactement. La Coupe du Monde, ça a fini à Manille, c'était à Jakarta. C'est pour qu'on resitue bien pour tout le monde. L'équipe de France s'était fait éliminer au premier tour, c'était en Indonésie, tu as raison. Tu vois, quand ils ont dit, ils voulaient rattraper un peu le raté de Jakarta. Mais, enfin, bon, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. On voulait rattraper un peu le truc de la Coupe du Monde, donc on va avoir un petit peu ceci. Les gars, vous me prenez pas, tu vois, c'est quoi le truc? Et au final, ils m'ont pas pris, pas de problème, tu vois, c'est cool. Et quand j'ai vu les JO, bah, je suis content pour mes gars, parce que je sais que tous les gars qui sont là sont tous mes gars en plus, sont tous mes gars. Et ils ont taffé, les gars, tu vois. C'est dommage qu'ils perdent la finale. Mais encore une fois, quand je regarde, je suis dans les Caraïbes. J'étais à Saint-Martin pour être exact. Et je regarde la finale. Et je me dis, c'est dommage, tu vois, parce que c'était beau à voir. C'est un beau match en plus. Enfin, tous les JO. Et puis surtout, l'histoire était folle. On a commencé, c'était sale, c'était dégueulasse comment les gars jouaient. La continuité de la Coupe du Monde. Et la continuité de la Coupe du Monde. Et après, c'est bon, tu vois. Les gars, ils ont eu un coup de mal. On a marre, on vous montre qui on est. Et puis les gars, ils ont fait des carrières. Et puis ça arrive en finale, c'était beau. Il te reste encore pas mal d'années à jouer. C'est quoi tes objectifs? Alors on t'en parlait un petit peu de jeu, mais toi, individuellement, donc tu es exilé maintenant du côté du Japon, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu attends sur les prochaines saisons? Est-ce que tu as des trucs en tête, individuels, personnels? Ouais, ben là, je bosse très dur là, pour essayer d'être... Je veux être MVP du championnat japonais. Ok. Ça, c'est à titre personnel, tu vois, parce que le club a misé fort sur moi. Donc j'ai envie de leur rendre, voilà, leur investissement. Combien la prime? Combien? Continue. En fait, l'interview, on l'a envoyé sur BFM Business direct. On la mettra pas sur Short Team, hein. On va la vendre à BFM Business. T'es bon. On se reverra l'année prochaine, t'es bon. Avec plaisir. On viendra te voir. Hein. Merci. Avec plaisir, les gars. Avec plaisir. Avec plaisir. Et tu vois, voilà, c'est gagner aller en play-off. C'est vraiment étape par étape. Je vais pas faire c'est plus facile pour moi de faire des plans sur les business ou à long terme
sur la carrière d'athlète. Mais être MVP d'un championnat, c'est un sacré objectif. Oui, tu m'étonnes. Donc là, ta réponse, elle se tient complètement. Mais dans tes objectifs, et là, je vais aller un peu te titiller, on en a parlé un peu avant, est-ce qu'il y a pas travaillé un petit peu ta mécanique de tir on en parlait avant. Tu fais plein de choses sur un terrain, tu as cette mécanique de tir et cette trajectoire très plate. Il est dégueulasse mon tir, je peux le dire. Dis-le, tu peux le dire. Tu peux le dire, il est dégueulasse mon tir. On le fait jamais dans les entretiens, on discute et tout, mais là, on va vous mettre une image quand même. On va mettre une image de son tir quand même. Parce que j'ai la balle... Enfin, tu sais, Non, c'est beaucoup trop beau par rapport à la réalité. Ça, c'est ce que je crois que je fais, tu vois. Je pense que... Déjà, ce qui m'énerve, c'est que des fois, quand je tire, ça tape mon front, tu vois. Donc ça prouve déjà que j'ai une mauvaise mécanique. Et comme j'ai des grandes mains... C'est vrai que t'as des... Là, je regarde depuis tout à l'heure, t'as des paluches, mon ami. J'ai des grandes mains, en fait, tu vois. Donc, la balle, je la passe dans mes côtes, frère. Et tu bosses dessus, comment tu le travailles, ça? Ou alors, du coup, Je travaille tous les jours sur mon tir, c'est ça le pire. Tous les jours, je tire. Mais en fait, c'est plus mécanique. Aujourd'hui, c'est vraiment une question de confiance. Parce que, encore une fois, je suis pas un grand shooter à 3 points, mais à 2 points, j'excelle, tu vois. Et... Donc, tu vois, j'essaie juste d'être encore mieux dans ce contraste, tu vois, de m'améliorer à 3 points. Et puis, écoute, encore une fois, je vais dans mes strengths, hein, tu vois. Et juste là où je suis faible, donc les spots où je suis pas à droit, j'essaie d'encore plus m'appliquer sur ma technique, comment attraper le ballon. Mais la gestuelle, vas-y, elle est moche la vie, c'est bon, c'est fini, les gars, tu vois. Tant que je mets des points, c'est bon, tu sais, ça passe. C'est vrai que changer sa mécanique à 30 piges passées, c'est plus une perte de temps. Ce qui compte, c'est le pourcentage, hein. C'est pas la mécanique. Tu joues combien de fois à 3 points là par match au Japon? Une fois et demie, 2 fois. Ouais, voilà. Vraiment pas ton game. Je sais pas. Parce que t'es obligé, quoi. Et je suis à 16 points de moyenne. Tu vois, donc c'est vraiment juste, ok. Déjà, à 2 points, par contre, j'allume. Mais vraiment, tu vois, ça, c'est. Je travaille tous les jours avec Sido, big up. J'essaie de tourner à 80% à 2 points, tu vois, extérieur. Tout, fade away, pull up, tout pick and pop, voilà, à 2 points, je mets, voilà, la barre est très haute. Plein de lancers francs. C'est un skill qu'on oublie. Je conseille à tout le monde, les gars, cherchez à aller sur la ligne des lancers, c'est le plus facile. Et un peu comme les mecs qui sont bêtes à vouloir être super agressifs. Faut juste aller dans les bras et lever la main. Il y a faute tout de suite, tu vois, c'est super simple. Puis après, voilà, je te mets un 2-3 points, 3 points, je suis... Voilà, juste pour tu sais, dans la feuille de match, on dit attention, tire à 3 points, juste ça, tu vois, on s'en fout. Moi, en vrai, je te dis, je travaille tellement dur sur mon game qu'aujourd'hui, hein, même si t'es face à moi à 2 points, t'as un game plan, j'ai la réponse, parce que je travaille dessus, tu vois. Et ça peut paraître comme un tir compliqué pour beaucoup, mais comme je travaille dessus, ben, pour moi, c'est un tir facile. Comment t'expliques que t'as une différence aussi importante entre 2 points et 3 points, tu vois, c'est à ton niveau, quoi, je veux dire, c'est fou. Tu sais, je pense vraiment que... je sais pas, j'ai pas la réponse en vrai. T'as jamais eu le déclic? Non, je sais pas, tu sais, par contre, j'ai une vraie... Ça, c'est vrai. Tu sais, quand tu as 2 points, t'es en mouvement beaucoup. À 2 points, moi, à 3 points, je tire pas derrière les écrans, hein, tu vois. C'est souvent du spot-up. Et tu sais, sur le spot-up, t'es là, tu réfléchis. Il faut vraiment juste prendre ton voix. Par contre, à 2 points, je suis en mouvement. À 2 points, je suis soit du dribble et je suis en mouvement. Donc là, j'ai les jambes directement qui sont impliquées. Donc à 2 points, mon tir, la balle, elle monte toujours beaucoup plus parce que je suis en mouvement. Alors qu'à 3 points, souvent, c'est du spot-up et je m'écrase dans le truc, tu vois. Et la balle, elle est flat et voilà. Tu vois, mais quand même, j'ai quelques matchs à 3 poins, les gars. On en parle. Pas la gars qui est en équipe de France, qui a joué NBA, on respecte. On parle, les gars. Je sais pas. Je mets un buzzer beater All-Star Game à 3 points. Oui, les gars, on en parle. Je pense que je te bats quand même sur un concours à 3 points, mais on respecte quand même ton adresse. Ça, c'est mort. Non, quand même, si je te jure. On va le faire. Alors, c'est pour ça. Il y aura un épisode 2 qui sera à la Hoops. Au Japon. Encore mieux. C'est quelle ligne là-bas? C'est pareil. FIBA ou c'est pareil, non, c'est FIBA. C'est FIBA, pareil. Très bien. Encore à 3 points. Mais ça va pas, non. N'oubliez jamais que les mauvais shooters professionnels que ce week-end, j'ai encore 10 sur 10, 9 sur 10 dans la vie. Ce week-end, j'ai encore pris ce qu'on appelle une Evan Fournier. C'est-à-dire, ah, mais tu joues toi? Ah, mais t'as joué? C'est qui? Je te dirais pas qui c'est, mais c'était une joueuse de ligue féminine. Que j'ai croisée et qui m'a dit, ah, mais tu joues toi? T'as joué? Et ça fout toujours la haine. C'est marrant parce qu'en Suisse, on a discuté de ça. On a dit pourquoi Erwan ne prend jamais au sérieux alors que parce que moi je suis noir. Eh ben on va faire à un moment donné, c'est la réponse que j'ai donnée. Mais tu joues ton gars? Non, je joue plus, c'est fini. Mais en tout cas, tout le monde sait que j'ai joué. Mais bon, en tout cas, 2 choses, Damien. Rendez-vous est pris pour se faire ce concours à 3 points. On va se régaler, ça serait une vraie vidéo à faire. Et si on peut la faire au Japon, c'est encore mieux. Et surtout, merci mon gars, tu nous as régalé. Merci. Franchement, quand on s'est croisés sur un truc de basketteur, on a discuté, t'es venu comme souvent nous dire bravo pour ce qu'on fait. Je me suis dit, il faut que tu viennes nous voir parce que t'as à dire, mais moi j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de parler. Et tu l'as très bien
bien fait. On s'est régalé pendant, je sais pas, à peu près 1 heure, j'imagine. En tout cas, merci Damien. On va suivre maintenant, du coup, le championnat japonais un petit peu plus. Et puis, promis, il faut qu'on vienne te voir. Allez, merci Damien. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. C'était cool, super cool. Merci beaucoup.